Son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du cabinet de la présidence de la République, mesdames et messieurs les responsables des organes de la presse publique et privée, chers confrères de la presse publique, privée et internationale, chers invités. La conférence de presse que le président de la République donne cet après-midi est axée sur son séjour aux États-Unis d'Amérique, où s'est tenu le sommet Amérique-Afrique, l'épidémie Ebola qui fait des victimes en Afrique de l'Ouest et qui diffère la chronique, et sa vision sur le rôle et l'importance de la presse dans une société. Nous vous rappelons que la durée de la conférence ne dépasse pas 30 minutes et cette conférence de presse est retransmise en direct sur les chaînes de radio nationales Coloma et Bolbinet, la radio FM Nostalgie et Familia FM. Monsieur le Président de la République, que ça vous plaise de prendre la parole pour votre intervention. Merci beaucoup. D'abord, je souhaite la bienvenue à toute la presse. Il est important d'expliquer pourquoi j'ai été aux États-Unis et quels sont les résultats. Vous vous rappellerez qu'avant, étant le président de l'exercice de Manuel River, j'ai convoqué un sommet de Manuel River, le premier qui s'est tenu à Conakry, avec la participation de la directrice générale de l'OMS. Dans notre tête-à-tête, nous avons donné une directive très précise à la différentes délégations. Et la conclusion, c'était de mettre en place 3 cercles. Le premier cercle, c'est le bec de Boloké, là où il y a eu 70% des cas de maladie. Le bec de Boloké, vous savez, c'est le point où il y a la rencontre entre la frontière de la Guinée et du Libéria, de Sierra Leone. Et là, les 3 secrétaires ont décidé de sécuriser cette zone militairement avec la gendarmerie, la police et la gendarmerie, mais en même temps d'apporter assistance aux populations, tant au point de vue médical, sécuritaire, mais aussi alimentaire. Parce qu'en isolant la région, il faut qu'on apporte l'assistance y compris alimentaire aux populations. Le deuxième cercle, c'était autour, c'est-à-dire d'avoir des kits pour pouvoir contrôler tout déplacement. Le troisième étant la surveillance quotidienne à travers le pays, des cas suspects, de tous les gens qui ont été en contact avec les personnes infectées. Et les chefs d'État ont donc décidé que je me représente à ce sommet. Il y avait m'accompagnant le vice-président du Libéria, le ministre de la Santé du Libéria et le ministre de la Santé de la Sierra Leone. Il était très important parce que la façon, comme nous sommes au mois d'août, il n'y a pas beaucoup d'activités en Europe. Donc comme il n'y a pas beaucoup d'activités en Europe, les radios et les télévisions se centraient sur l'Ebola. Et l'information était telle que ça pouvait créer la panique. Par exemple, dans le métro, on demandait si c'était d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, etc. Alors, comme si l'Ebola se transmettait par l'air, etc. Donc il fallait exactement préciser la situation et les différentes mesures que nous avons prises dans nos différents pays. En même temps, expliquer que l'Ebola, ce n'était pas seulement le problème de l'Afrique, mais que c'était un problème mondial. Parce que vous savez, un laboratoire privé qui peut faire des recherches sur le vaccin contre la grippe, etc. Parce qu'il y a 3 millions, 10 millions de personnes qui peuvent acheter. Mais le vaccin contre l'Ebola, il est évident que le nombre de personnes qui peuvent acheter le vaccin ne sont pas nombreux. Donc, le vaccin ne peut être que l'œuvre des États.
aussi rectifier un peu la sensibilisation, parce que ce que je disais, c'est que l'OMS, ce que j'en ai encore répété avec les représentants, il y a un aspect qui manquait dans la communication. On ne dit pas aux gens que l'Ebola ne tue pas nécessairement. C'est-à-dire que quand vous êtes pris à temps, vous avez des chances d'être sauvé. Si vous ne dites pas aux gens qui peuvent être sauvés, quand ils sont malades, ils ont tendance plutôt à ne pas aller à l'hôpital parce qu'ils sont désespérés. Donc il fallait insister sur le point. La deuxième, amener le monde à prendre conscience que l'Ebola, elle peut être la préoccupation mondiale de tous les pays. Et la chance nous a servi dans la mesure où 2 Américains ont été évacués de Libéria. Donc, ce qui montrait que tous les pays ont dû s'impliquer. Autour de l'Ebola, nous avons eu 2 réunions. Une première réunion sur la santé en général, mais ensuite, on a parlé de l'Ebola, des autres maladies, et une réunion spéciale du département d'État avec le ministre de la Justice, le département d'État, le Conseil de sécurité, la Maison Blanche, CDC, et USAID et un centre de laboratoire. Plus maintenant, la délégation libérienne et c'est la lyonnaise qui m'accompagne. Et là, nous avons longuement exposé et nous avons expliqué quels sont nos besoins, c'est-à-dire le personnel. En disant aussi que lors de la réunion du Manon River, nous avons décidé de sécuriser les agents qui viennent parce que les populations s'attaquaient aux médecins. Donc on avait décidé de 3 chefs d'État d'assurer la sécurité des personnels qui viendraient s'attirer, de le faire accompagner. Parce que 2 ambulances avaient été brûlées en Sierra Leone. Vous savez qu'au début on avait des problèmes à Guinée-Gougou. On faisait croire aux populations que les Blancs venaient pour les tuer, donc il y avait une hostilité. Nous avons réussi à dépasser ces cas. Moi-même j'étais à Guinée-Gougou, ensuite le ministre a été avec le président de l'Assemblée. Mais ce problème existe encore en Sierra Leone. Ensuite, les équipements dont les médecins ont besoin. Mais j'ai surtout insisté sur le building capacité, c'est-à-dire renforcer nos hôpitaux pour que nous ayons les moyens désormais de détecter n'importe quelle maladie, pas l'Ebola seulement, mais que ce soit l'Ebola, que ce soit la méningite, que ce soit le choléra, etc. Que nous ayons suffisamment d'équipements dans nos hôpitaux et de moyens réels. Et lors de la rencontre avec le président de la Banque mondiale, j'ai ajouté l'aspect que nous souhaitons avoir en Guinée une clinique de référence qui va nous permettre d'éviter l'évacuation sur l'extérieur du chef du Maroc et sur les États-Unis, et sur la France. Mais ça, c'est avec le président de la Banque mondiale. Donc, nous avons. Ça, c'était avant la réunion avec Obama. Et les Américains nous ont assuré de leur engagement CDC. Et le laboratoire, j'ai oublié le nom, mais Marie le nom tout à l'heure, nous a assuré qu'ils ont déjà dépensé 400 millions de dollars pour le vaccin et qu'ils comptent avoir le vaccin en 2015. Évidemment, la question s'est posée après par les journalistes lorsque j'ai eu avec l'interview sur CNN qu'est-ce que je pensais de l'utilisation de la drogue qu'ils ont donnée aux 2 Américains. Mais Obama avait déjà donné une réponse en disant qu'il se posait des questions si réellement les drogues qui n'ont pas été encore essayées sur des animaux pouvaient être essayées sur des personnes. Je crois que la question doit être discutée demain à Genève pour voir si effectivement cette drogue qu'on a donné aux Américains devait être donnée. Donc il était important, je suis passé 15 minutes sur le CNN pour essayer un peu de redresser la façon dont on présentait Ebola. Parce que c'est comme si on peut attraper l'Ebola à n'importe où, alors que nous avons aussi monté toutes les mesures, par exemple les mesures à l'aéroport, de surveillance des gens et la sensibilisation, etc. Donc il fallait que la panique créée à partir des médias, il fallait quand même contrer un peu cette panique en montrant réellement que l'Ebola, c'est vrai, c'est grave, mais c'est pas comme on le présente. Et surtout, montrer que la situation n'est pas hors contrôle. Parce que ce qui a été très grave, c'est que le fait qu'un ONG a dit que l'Ebola est hors contrôle. Évidemment, quand vous dites hors contrôle, ça panique, ce n'est pas vrai, c'est pas hors contrôle. Et l'OMS a toujours dit que c'est sous contrôle. Et si je vois le cas de la Guinée aujourd'hui, par exemple, nous avons fait ça aujourd'hui, il y a 5 cas
3 cas à la Sigri qui sont maîtrisés et 5 cas à Conakry et 3 suspects. Mais voilà un peu la première raison de mon voyage aux États-Unis. Parce qu'il fallait que quelqu'un d'entre nous sensibilise et amène le monde entier à s'intéresser parce que nous n'avons pas de moyens pour faire des vaccins et seuls les États peuvent le faire. Et aussi que financièrement on nous accompagne pour renforcer nos capacités hospitalières. Parce que vous savez pourquoi on a eu du temps pour mettre le savoir-faire de l'Ebola. Il a fallu que le premier décès, le médecin qui l'a soigné soit passe dans Massanta, que le médecin qui l'a soigné, que les deux meurent, et qu'ensuite, comme les gens qui doivent comprendre ce métier meurent, on a été obligé d'envoyer la source à Dakar. Donc, pour ceux qui ont déjà écrit au président Hollande, dès l'époque déjà pour demander le retour de l'Institut Pasteur en Guinée, il m'a répondu favorablement. Le directeur général de l'Institut Pasteur a conduit l'Institut Pasteur à arriver dimanche pour avoir un laboratoire de l'Institut Pasteur de Doma à Conakry. Donc, on n'a plus besoin d'aller à l'Institut Pasteur de Dakar, on a l'Institut Pasteur sur place ici. Mais il fallait augmenter maintenant le nombre de laboratoires. Parce qu'il n'y a pas que l'Ebola, il y a la méningite, il y a le choléra, il y a beaucoup d'autres maladies. Donc, si on les détecte, on a les moyens de les détecter à temps, on peut guérir facilement. La deuxième, il fallait rassurer les hommes d'affaires pour ne pas montrer que venir en Guinée, on allait attraper l'Ebola tout de suite. Donc, il fallait expliquer toutes les mesures que nous avons prises en ville, surtout au niveau de l'aéroport. Vous avez remarqué, personne n'est parti de Guinée pour amener de l'Ebola quelque part. Le monsieur qui est parti de Libéria, Nigeria, si c'était en Guinée, il n'aurait pas pu monter dans l'avion. Parce qu'on a tout de suite vu qu'il avait la température. Ensuite, il y a l'après Ebola. Il faut que les investisseurs, non seulement les investisseurs viennent maintenant, mais sensibiliser les investisseurs américains. Nous avons de très grands projets. Il fallait donc expliquer aux investisseurs américains l'intérêt de la Guinée. Nous avons eu donc plusieurs réunions aussi à ce sujet. Et lors de la rencontre maintenant avec Obama, évidemment, il nous a félicité. Nous avons abordé le problème africain et j'ai insisté sur ma façon de voir ce que vous avez suivi sur l'Info Plus quand j'ai rencontré, j'ai parlé de développer, que j'ai développé à la diaspora guinéenne lors de la rencontre avec les jeunes de la diaspora comme Econ, les jeunes qui sont organisés, qui veulent revenir en Afrique. Ensuite, il y avait d'autres questions importantes. On a eu une tournée croire en Afrique. Il fallait montrer pourquoi l'Afrique peut être aujourd'hui la chance du monde. Mais cela suppose qu'on maîtrise les nouvelles technologies. J'expliquais aussi que le retard de la Guinée peut être un avantage pour nous. Bien sûr, on a un très grand retard qui me fait mal, parce que la Guinée aurait dû être le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest dans les derniers. Mais au moins, on peut tirer. Enfin, je disais que nos richesses minières et autres agricoles étaient une malédiction pour nous. Il s'agit maintenant de transmettre cette malédiction en bénédiction. Pour moi, en tirant les leçons des erreurs des autres pays, par exemple dans le domaine pétrolier, en faisant notre port de pétrole, nous allons tirer les leçons des autres, où parfois l'État ne reçoit que 10%. Et ensuite, il y a l'accélération de l'histoire et l'évolution des technologies. Si nous insistons sur la formation de nos jeunes dans les nouvelles technologies, là où les gens mettaient 10 ans, nous mettons 2 ans au moins pour arriver. Donc nous allons bénéficier des avantages les plus modernes. Si je prends par exemple le cas des ampoules, au moment où on passe des ampoules traditionnelles aux ampoules économiques, mais avec le mercure, nous pouvons sauter cette étape et arriver directement au LED, parce que le mercure aussi a des aspects, a des inconvénients. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles je devais aller aux États-Unis. Je n'ai pas été parce que je voulais aller, j'étais d'abord en temps le porte-parole de la Marine du Peuple, mais aussi parce que la Guinée était dans une situation moins difficile, puisque nous avons, comme nous avons connu les premiers, nous avons eu à prendre des mesures extrêmement importantes. Et nous avons mis notre expérience à la disposition des autres pays. La preuve de l'aviation civile
Sierra Leone est venu s'inspirer de notre expérience ici. Donc il fallait montrer aux gens que la situation est sous contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de risque de venir en Guinée, il n'y avait pas de risque de recevoir des Guinéens, parce que toutes les mesures sont prises à l'aéroport pour que quelqu'un, il n'y a que 37 ne puisse pas entrer dans la ville. Nous avons aussi 2 déjeuners d'affaires. Le premier à la chambre de commerce avec des hommes d'affaires autour de Rio Tinto. Nous avons eu à expliquer le cadre d'investissement et la politique minière que nous avions amenée. Et la deuxième rencontre, c'était avec Alcoa, le deuxième déjeuner avec aussi d'autres hommes d'affaires. Ce qui est très important, c'est la politique minière de la Guinée. J'ai eu donc à remercier le président Maman pour l'accompagnement que les États-Unis ont fait avec l'Angleterre et la Suisse, parce que la Guinée est un petit pays qui n'a pas de moyens. Nous avons affaire à des gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent payer les plus grands cabinets d'avocats, les plus grandes banques d'affaires, maîtriser les plus grandes sociétés de communication, corrompre les hommes politiques, etc. Donc, sans l'accompagnement des Américains, sans l'accompagnement de la Suisse, nous n'aurons jamais pu faire face à ces sociétés et arriver à récupérer ce monde 1 et 2. Donc, voilà un peu les raisons et les résultats de ce voyage. Les résultats ont été extrêmement positifs. D'abord, la Banque mondiale s'est engagée tout de suite à mettre 200 millions de dollars. Et lorsque j'ai rencontré le président, nous avons discuté de la répartition de 200 millions. J'ai dit que le compte de plus important a prévu 50 millions pour l'accompagnement des assistants techniques et tout le reste. Mais j'ai insisté que l'essentiel soit consacré au building capacity. Nous avons aussi l'Angleterre qui a donné 5 millions. Et surtout, les Américains nous sont. J'ai dit à Obama que la Banque mondiale a donné 200 millions. J'espère que les Américains vont donner 400 millions. Et j'ai répété aussi à Kate. Bien que les Américains n'ont pas encore annoncé le chiffre, j'espère qu'ils vont annoncer, mais ils ont pris beaucoup d'engagement, l'emploi du personnel, l'implication des CDC, l'accélération de la recherche pour avoir le vaccin. Ensuite, comme je fais partie des 10 membres de l'Afrique de l'Ouest, je représente avec Mme Servi le comité des 10. Nous avons eu aussi une rencontre sur le post-2015. Vous savez, l'OMD. Mais moi, j'ai une position assez particulière sur cette question. J'ai eu à l'expliquer déjà à Malabo. Nous avons eu l'OMD 2015. On a vu quels sont les résultats. Alors, est-ce que c'est la peine de refaire la même chose pour 2035-2060 sans tirer les leçons? Déjà, à Malabo, on a rencontré qu'il faut qu'on commence à réfléchir. Est-ce que nous devons compter sur les autres ou bien nous devons compter sur nos propres forces? Et j'ai développé un certain nombre d'idées. La première, c'est la maîtrise des ressources minières et pétrolières. Il dit que l'Afrique n'a pas besoin d'aide si nous récupérons nos matières premières. Deuxièmement, j'ai aussi fait une comparaison entre l'Afrique et l'Asie du Sud et la Chine. J'ai expliqué qu'on a un même avantage que l'Asie du Sud et la Chine, qui ne pas cher. Mais ils avaient un avantage sur nous, c'était le savoir-faire. Donc ils étaient les usines du monde. Mais aujourd'hui, l'exportation ne peut plus suffire pour maintenir leur taux de croissance. Donc ils sont obligés de compter sur le marché intérieur. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'augmenter les salaires et le coût de la vie pour que la consommation intérieure se supplée ou en tout cas devienne important par rapport au commerce extérieur. Et que l'Afrique commence à avoir maintenant le savoir-faire. Et donc, je l'avais déjà dit à Bruxelles qu'il y a des intérêts des Européens de délocaliser en Afrique les sociétés qui emploient le plus de main-d'œuvre. Cela aura l'avantage. D'abord, nous allons fournir les produits à l'Europe, les produits manufacturés à un moindre coût parce que nous sommes à côté. Deuxièmement, en développant, nous allons créer un marché pour l'Europe, aussi l'Afrique va se développer. Et enfin, le dernier élément, on n'aura plus besoin de aller mourir dans les mers Atlantiques ou Méditerranée. Et vous avez suivi Carlos Ghosn quand il est venu ici. L'argent qui rentre par l'air et ce qui sort est 10 ou 100 fois supérieur à l'aide que nous sommes. Voilà donc les raisons de mon voyage et les résultats. Donc je pense que sur le plan des résultats au niveau de l'Ebola, je suis très satisfait
Parce qu'il y a un engagement très concret. Et surtout, le gouvernement s'est arrivé après pour dire que c'est une urgence mondiale et que tout le monde entier devait s'impliquer et pas seulement considéré comme une affaire africaine. Deuxièmement, il fallait donner une meilleure explication pour casser cette campagne de panique, pour penser que c'est une maladie qui va s'étendre qu'on ne peut pas contrôler. Ensuite, il fallait rassurer les hommes d'affaires pour continuer d'investir et surtout préparer les investissements après l'Ebola. Et aussi montrer l'importance de la politique minière guinéenne. Obama a cité d'ailleurs comme exemple et a demandé aux autorités qui étaient prêts à les accompagner, le G7 était prêt à les accompagner, s'ils étaient prêts à faire la même chose que la Guinée. Donc investir dans la santé en général, pas seulement pour l'Ebola, donc renforcer nos capacités de nos hôpitaux, faire de l'Ebola une préoccupation mondiale afin qu'on arrive à un vaccin très rapidement, rassurer l'opinion internationale par des mesures concrètes que nous avons prises et rassurer les investisseurs et montrer l'attractivité de la Guinée. Il est important que le projet Simandou ne soit pas seulement un projet mondial, c'est-à-dire qu'il devient de sociétés françaises, européennes, asiatiques et américaines. C'est ainsi que le général électrique est prêt à participer au projet Simandou en fournissant les locomotives et les wagons. Vous savez que le général électrique est l'une des meilleures sociétés pour fabriquer les locomotives et les wagons. Nous avons eu ensuite à sensibiliser la diaspora africaine